Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'état du monde. D'abord, joyeuse Pâques à tout le monde. Puis, comme d'habitude, toujours en ma compagnie, Jocelyn qui est à Montréal, à la grisaille montréalaise. Dans la grisaille montréalaise, d'un printemps qui arrive pas, puis d'un hiver qui se termine pas. Donc, on est habitué à ça au mois d'avril, n'est-ce pas? Ben oui, mais il faut se réjouir. Dites-vous que vous allez avoir 4 semaines de 40 degrés avec de l'humidex au mois de juillet, là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Écoute, cette semaine, inévitablement, il faut encore parler de l'Iran parce qu'il s'est encore une fois passé beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, mercredi dernier, une adresse à la nation de Trump. Aussi, au cours des derniers jours, ben, vous avez vu ça comme nous, un F-15 américain qui a été abattu au-dessus de Hmm. l'Iran. Donc, initialement, le pilote, au départ, a été sauvé assez rapidement, mais le copilote, lui, ça aurait pris à peu près 36 heures avant qu'il soit récupéré, sauvé par l'armée américaine, là. C'est ce que Trump a annoncé là, il y a quelques heures à peine. Donc, on enregistre à l'heure de Montréal, il est dimanche matin. Pour moi, c'est dimanche en fin d'après-midi. Donc, il y a quelques heures, Trump a annoncé que le copilote avait été récupéré sain et sauf. Mais on va en rediscuter là, aujourd'hui, là, mais je pense que les Américains ont eu la frousse parce que imaginez-vous si soit le pilote ou le copilote, un des deux ou les deux avaient été capturés par Hmm. les Iraniens. Les images terribles que ça aurait eu dans la sphère publique américaine, ça aurait probablement rappelé Mogadiscio en 1993, là, pour ceux qui ont, Ouais. qui ont- qui ont vu le film Black Hawk Down. Ça aurait pu ressembler à ça. Puis, bon, quelles auraient pu être les conséquences? Bon, on aime mieux pas trop y penser. Donc, écoutez, moi, cette semaine, je vais vous faire un wrap-up, si on veut, de la semaine. Je vais offrir certains commentaires sur différents aspects de la chose. Et puis, Justin, en deuxième partie, va nous parler d'un texte qui a été publié dans Le Monde samedi, d'un historien qui fait une comparaison entre la crise actuelle et la crise du canal de Suez en 1956. Donc, écoutez, je me lance. Euh, Moi, je pense que ce qu'on est en train de voir en ce moment, on pourrait utiliser l'expression l'impuissance de la puissance américaine. Donc, on s'entend, l'armée américaine, sur papier, c'est l'armée la plus puissante au monde. Les États-Unis ont les meilleures technologies militaires dans tous les domaines. Ils ont les meilleurs armements. Donc, sur papier, ça devrait être une partie de gâteau contre un pays comme l'Iran, qui est tout simplement pas au même niveau technologique que les Américains. Or, malgré tout, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré cette supériorité militaire-là, les États-Unis font face à un régime qui clairement ne va pas céder, qui clairement ne sera pas renversé par sa population civile, qui est effrayée, comme on en a déjà discuté. Et puis, on se rend compte aussi que les États-Unis sont confrontés à un régime qui a énormément de cartes en main, qui joue énormément en leur faveur. Donc, la plus importante, évidemment, c'est la possibilité de créer une crise énergétique mondiale en fermant définitivement le détroit d'Ormuz. Donc, si ça devait à se produire, c'est pas parce que vous avez la première puissance militaire au monde que vous allez être en mesure d'empêcher une crise énergétique mondiale avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les prix de la consommation à la pompe. Autre chose, ils ont des technologies militaires extrêmement avancées. Par contre, on peut dire qu'en 2026, ces moyens militaires-là ne sont pas nécessairement alignés avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, l'Iran a des missiles balistiques. Bon, certains disent qu'ils ont des missiles hypersoniques. Ça reste un peu encore à démontrer, mais le fait est qu'ils ont quand même des missiles qui sont en mesure de frapper des bases américaines dans la région. Mais surtout, ils ont des drones. Donc, des drones qui ne coûtent pas si cher que ça à produire sont capables de frapper non seulement comme on le voit en Ukraine, des soldats sur le champ de bataille, mais aussi des équipements militaires américains sur des bases militaires dans la région. Puis au cours de la dernière semaine, vous avez vu des images probablement comme moi, des tirs soit de missiles balistiques ou de drones
qui au final ne coûtent pas si cher que ça, ont été en mesure de détruire un, si ce n'est pas deux, avions AWACS. Donc ça, c'est les avions avec le truc en rond sur l'avion, donc un radar, un avion qui coûte excessivement cher. Donc, les images qu'on a vues, c'est clairement un de ces AWACS américains-là a été détruit sur une base militaire en Arabie Saoudite. Et les Américains aussi parlent qu'un deuxième avion aurait aussi été abîmé. Ça veut dire quoi abîmé? Est-ce que c'est réparable ou est-ce que ça doit être envoyé au dépotoir? On ne le sait pas, mais le fait est que les Américains ont à peu près 10 AWACS qui sont opérationnels. Donc, s'ils en ont perdu deux, ben, ils ont perdu 20 de leur flotte d'AWACS, des avions qui coûtent excessivement cher. Donc, ce qu'on voit, c'est, quand je parle d'asymétrie, avec des moyens relativement bon marché, l'Iran est en mesure de faire excessivement mal à la puissance américaine en détruisant des équipements qui valent une fortune. Autre chose, l'impuissance de la puissance, ce que je veux dire par là, il y a un autre élément, c'est que l'opinion publique américaine est dès le départ, depuis un mois, elle est hostile à cette intervention-là. Donc, à partir du moment où vous allez avoir une hausse des prix à la consommation pour le pétrole, il y a fort à parier que l'opposition va aller en grandissant. Et puis, encore une fois, comme je le disais en début d'épisode, imaginez simplement si un ou les deux pilotes du F-15 abattus avaient été capturés par les Iraniens. Ils auraient été trimballés dans les rues, ils auraient pu être lynchés, déshabillés, lynchés, comme ça avait été le cas avec des soldats américains à Mogadiscio en 1993. Ça aurait été dramatique dans l'opinion publique américaine. Puis il y a fort à parier que des gens se seraient levés aux États-Unis pour dire, là, c'est assez, ça suffit, là. On est en train d'envoyer là, nos jeunes hommes à l'abattoir pour se faire lyncher comme ça par des gens qui vivent encore à l'époque médiévale. Pourquoi au final, qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait à nous? Ils ne nous ont pas attaqués comme ça aurait pu être le cas avec les gens d'Al-Qaïda en 2001. L'autre problème, l'impuissance de la puissance, c'est que là, Trump, et je vais vous lire le tweet. Trump vient de tweeter la chose suivante. Je vais vous lire ça en anglais, je vous ferai la traduction par la suite. Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the effing straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Alors, mardi sera la journée des centrales électriques et la journée des ponts. Tout ça qui va être concentré uniquement en Iran. Vous n'aurez jamais rien vu de la sorte. Ouvrez le maudit détroit d'Ormuz, espèce de bande de bâtards fous, ou bien vous allez vivre en enfer. Just watch, gardez les yeux ouverts, vous allez voir ce qui vous attend. Donc là, on a l'impression ici que Trump est dans une fuite vers l'avant, qui fait un peu penser à l'empereur romain Néron, qui a regardé Rome brûler alors qu'il jouait de la harpe en buvant du vin et en admirant le tout. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas été en mesure d'atteindre ses objectifs dès le départ, comme ça aurait pu être le cas, comme ça avait été le cas au Venezuela au début du mois de janvier. Et là, il est dans une fuite vers l'avant. Donc, il augmente la pression à un point tel que on peut réellement se poser la question. Souvenez-vous, l'objectif, là, il y a un mois, c'était au mois de janvier, il faut aider la population iranienne à se débarrasser d'un régime barbare, du régime des Mollahs. Il faut les aider à tout prix parce que ces gens-là souffrent. D'accord? Fair enough, tout à fait d'accord avec ça. Mais là, c'est un mois plus tard, c'est quoi sa stratégie? C'est de détruire les infrastructures vitales du pays, plonger des millions d'Iraniens dans le noir, en tuer aussi par la même occasion. Donc, l'idée, c'est l'impuissance de la puissance. C'est ce que ça risque de créer ce super mardi-là, c'est que ça risque de créer un ressentiment chez les Iraniens en leur promettant de renvoyer leur pays à l'âge de pierre. Mais c'est qui va souffrir de ça? Ça va être le peuple, là. Donc, c'est vraiment pas là, une bonne façon, une bonne stratégie pour gagner le cœur et les esprits d'une population qui, il y a quelques semaines à peine, il nous disait ouvertement qu'il voulait les aider. Donc, cette impuissance de la puissance place l'administration Trump devant deux solutions qui ne sont pas des solutions gagnantes dans un cas comme dans l'autre. Première solution, c'est de se retirer du conflit de la région.
en affirmant avoir atteint les objectifs, ce qu'évidemment, ce que personne ne va croire, ou encore une fois, de continuer à jouer à l'empereur Néron, puis de s'entêter en augmentant davantage et toujours davantage la pression sur le pays, ce qui va condamner les États-Unis à un risque d'enlisement comme, comme ils ont pu le vivre dans les années 60 au Vietnam. Euh, Maintenant, si je peux revenir sur le discours de mercredi, donc, allocution devant la nation, un truc donc relativement organisé, parce qu'on se souviendra, là, en février, lorsqu'il avait annoncé les premières frappes, il était en train de jouer au golf avec un chandail, une casquette sur la tête. Donc, c'était quand même une allocution qui était plus, euh, qui reflétait davantage là, la nature présidentielle de son rôle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans ce discours-là? Moi, pour ma part, je trouve qu'il a dit absolument n'importe quoi. Il a même menti dans ce discours-là. Parce que notamment, il a dit que, très clairement, il a dit que l'Iran n'avait plus de système anti-aérien, ce qui, on se rend compte cette semaine, était entièrement faux. Vous avez un F-15 qui a été abattu avec ses deux pilotes. Il y a deux hélicoptères de sauvetage qui ont été envoyés pour récupérer les deux pilotes qui ont aussi été abîmés par des tirs de la défense antiaérienne iranienne. Vous avez aussi un avion A-10 Oui. américain qui a été qui s'est écrasé dans le golfe Persique après probablement avoir été atteint par des tirs antiaériens au-dessus de l'Iran. Vous avez un autre drone Reaper qui s'est aussi fait détruire. Euh, donc, clairement, il a menti là-dessus parce que les Iraniens ont encore la capacité de pouvoir abattre des avions américains qui, ma foi, ne coûtent pas juste 10 000 $. C'est des avions qui coûtent extrêmement cher. Là, quelques jours à peine aussi, un F-35 a aussi été pas abattu, mais il semble avoir été frappé par un tir de missile antiaérien. Donc, les fameux F-35 qui sont tellement vantés par les Américains comme étant là, les meilleurs avions de cinquième génération, ben, s'ils se font toucher par des tirs de défense antiaérienne d'un pays qui vit encore mentalement parlant à l'époque médiévale, bon, ça va jeter un doute assez important pour des acheteurs potentiels. L'autre chose, il a parlé d'une victoire, dit la plus grande victoire militaire de tous les temps. Bon, ben, moi, je dirais qu'un pays qui a remporté la plus grande victoire militaire de tous les temps limoge pas un de ses chefs d'état-major en plein conflit. Habituellement, on leur donne des médailles, puis on leur donne des défilés sur Broadway. On les envoie pas, on les force pas à prendre leur retraite sans trop d'explications. Parce que le chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, l'a invité cette semaine à prendre sa retraite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le général en question a fait preuve de résistance à l'égard de l'administration? A fait preuve peut-être d'honnêteté en disant que les Américains étaient en train de s'enliser dans un conflit, s'enliser dans un conflit, puis qu'ils devaient s'en sortir le plus rapidement possible. On ne le saura jamais, mais une chose est sûre, je le dis et je le répète, un pays qui a remporté la plus grande victoire militaire de tous les temps commence pas à limoger ses chefs d'état-major. Puis dernièrement, dernière chose sur le discours, Trump n'a pas annoncé de plan. Il n'a pas annoncé de plan précis. Il a dit, ils sont en train de négocier, ils ont accepté les termes qu'on leur proposait, et puis, mais s'ils ne le font pas, on va les réduire à l'âge de pierre. Mais ça, je m'excuse, mais ce n'est pas un plan. C'est des menaces qui peuvent être des menaces en l'air. Est-ce que les Américains vont avoir les moyens de leurs ambitions? Puis si c'est effectivement le cas, ben le plan en question, ben, c'est le plan de la guerre totale. Puis bon, on peut raisonnablement douter de l'opportunité d'un plan comme celui-là qui condamne encore une fois inévitablement les Américains à s'enliser dans un conflit dont il aurait pu s'extirper déjà il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur la synthèse de la semaine, Ouais. l'impuissance de la puissance et puis Je pense, le discours de mercredi. je pense que dans le discours aussi, il y avait deux choses. D'abord, la guerre va durer encore 2, 3 semaines. Et on nous a dit ça au début du conflit, il y a déjà presque 6 semaines. Et donc, on rajoute à ça 2 ou 3 semaines, ce qui a fait dire à plusieurs commentateurs, ben écoutez, ça risque de se prolonger pour plusieurs mois.
parce que là, le président n'a pas fixé justement ses objectifs et puis, comment dirais-je, une date de péremption pour atteindre ses objectifs. Bien sûr, la guerre peut pas se planifier à la minute près, mais on aurait espéré qu'il donne, qu'il trace déjà le chemin. Deuxièmement, il y a cette formule que moi j'estime absolument odieuse et raciste. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils devraient être. Donc, c'est prendre les Iraniens pour des sauvages, pour des coquerelles qu'on écrase. Et j'ai trouvé ça assez grave. D'ailleurs, il y a quelques commentateurs qui se sont insurgés là-dessus, pas assez à mon avis. Et ça montre la détestation que Trump a de ce pays. Et il y a eu une réplique, je ne sais pas si tu l'as vu, une réplique du ministre des Affaires étrangères iranien qui a dit, il y a quelques milliers d'années, pendant que vous étiez réfugiés dans des caves pour éviter d'être dévorés par les bêtes sauvages, nous, on inventait l'écriture et d'autres choses. Oui, ce qui est tout à fait vrai, hein, parce que ben, Ouais, c'est l'Empire perse qui est c'est une grande l'Empire perse. civilisation. Puis Ouais. les Iraniens, c'est bien connu, hein, si vous en connaissez, des gens qui ont immigré de l'Iran, Mm. pour la plupart, c'est des gens qui sont extrêmement cultivés. Donc, Ouais. c'est pas une culture de cutéreux, là, comme on Non, non, voudrait non, la faire passer, là, bien au non. contraire. Alors écoute, moi je vais Puis, te attends, parler. attends un petit Oui, peu, je voulais excuse-moi. ajouter Oui. d'autres petites choses. Très rapidement, trois autres éléments. Donc, l'armée de l'air américaine, ça n'a pas été une bonne semaine pour eux autres, hein. Comme je disais, il y a 2 semaines, un avion ravitailleur a été détruit. Il y a six aviateurs, soldats qui ont été tués dans l'écrasement. Comme je disais, vous avez un, voire même deux avions AWACS qui ont été détruits en Arabie Saoudite. Des F-15, un F-15 qui a été abattu, un F-35 qui a été touché, des hélicoptères qui ont été détruits en vol ou au sol. Donc, vous avez des milliards de dollars d'équipements qui sont partis en fumée au cours de la dernière semaine ou des 2 dernières semaines. Et là, Trump vient de demander au Congrès une somme de plusieurs milliards de dollars pour... En fait, le budget militaire, il veut pour le budget militaire 26-27, si je comprends bien, 1,5 trillion oui, de dollars. de plus. Ben, en fait, Non, ça au c'est le total, au budget. C'est total, le c'est ça. budget. Donc le budget actuel va passer d'un trillion à 1,5 trillion. Alors, Ça fait beaucoup de zéros. ça Donc, fait surtout beaucoup d'heureux dans l'industrie oui, militaire. ça, c'est certain. C'est certain. Mais ça montre aussi le fait, puis les chiffres qu'on voit à l'heure actuelle, tu sais, on est un petit peu surpris qu'il y a environ à peine une dizaine d'avions AWACS qui sont opérationnels, alors que les Américains en ont presque 20 qui sont obligés d'utiliser des F-15. Même des F-15, là, je veux dire, si vous avez vu Une vieille le- le- génération. ben oui, si vous avez vu le film Top Gun, le deuxième, souvenez-vous, quand Tom Cruise embarque dans le F-15 iranien, bon, on assume que l'action se passe en Iran. Tu sais, le copilote, il ne comprend pas les pitons, les switches, il sait pas, tu sais, c'est de l'ancienne technologie, là. Mm. Donc, les Américains sont obligés d'envoyer des F-15 combattre. Ben, ça montre quelque chose parce qu'ils utilisent du vieil équipement ici, là, extrêmement vulnérable aux tirs de missiles antiaériens. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'armée américaine est prête à s'engager dans un conflit on va dire dans ce cas-ci, de moyenne intensité? C'est pas une guerre totale quand même, il y a pas non plus de soldats au sol, mais un conflit de moyenne intensité. Le porte-avions Abraham Lincoln, on ne sait pas ce qui s'est passé mais il semble y avoir un incendie à bord. Le porte-avions s'est désengagé de la région il y a environ 2 ou 3 semaines de ça. Mhm. Donc, ça laisse poser certains doutes sur la véritable capacité militaire des Américains. Autre chose, je pense que Trump est en train ici de payer le prix de son unilatéralisme. Et là, il y a quelque chose d'un peu pathétique chez lui. Vous avez vu comme moi, il réclame de l'aide à ses alliés, qui s'est amusé dans le passé et qui continue même au cours des derniers jours à les mépriser ouvertement. Il ne les a pas non plus consultés avant de lancer son attaque.
Puis là, il demande l'aide de ses alliés qui, évidemment, ils lui refusent. Donc, vous avez vu là, les insultes à Keir Starmer, les insultes aussi à Emmanuel Macron, battu par sa femme. Emmanuel Macron a répondu, je dis, écoutez, je veux dire, l'insulte est tellement odieuse et ça sert tellement pas les intérêts de la planète dans un moment où vous avez des gens qui meurent, où vous avez un conflit régional qui mérite, qui risque plutôt de s'étendre. Il dit, je vais même pas daigner offrir une réponse à un propos qui est aussi insultant. Et puis il a dit aussi, en fait, Trump aurait dû réaliser ce- quelle allait être notre réaction. Parce qu'il répète en fait, depuis des mois et des mois, depuis des années même, que l'Europe est prévisible. Il dit, ben oui, effectivement, on est prévisible. Il s'attendait à quoi? Nous, on est un pays qui, tu sais, on doit se concerter à 27, c'est pas facile, mais aussi, on a décidé, nous, de respecter le droit international. Donc, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Maintenant, il nous demande de nous impliquer dans un conflit déclenché unilatéralement par les États-Unis et Israël, en s'attendant à ce qu'on va faire ça les bras ouverts sans poser de questions. Il dit, ben non, on est prévisible. Il aurait dû voir dès le départ quelle allait être notre réaction, qu'on allait essayer de se concerter, puis qu'on allait montrer de la réticence parce que l'intervention est clairement en violation du droit international. Et ça, je pense qu'il demande de l'aide là, pour les pays pour qu'ils viennent l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Puis ben, c'est ça, les pays européens font la Ouais. sourde oreille. Et puis, Et, et ça aurait été une autre paire de manches si, avant son intervention, Trump avait essayé de bâtir une coalition. Si ça avait été le cas, ben, aujourd'hui, il ne serait pas engagé seul dans un conflit qui est pas en train de gagner. Donc, tu sais, la loi du plus mais fort, ça peut être utile dans certaines occasions, mais lorsqu'on tombe dans l'hubris de je suis le plus fort et je peux tout faire et il n'y aura pas de conséquences, ben maintenant on se retrouve dans des situations où on s'engage dans un conflit, on s'engage dans une situation sans nécessairement avoir de plan de sortie et le plan initial ne se déroule pas nécessairement comme on l'avait pensé et souhaité au départ. Là, on aimerait avoir l'aide des autres, mais il est trop tard quand on a mis la hache soi-même dans le multilatéralisme. moi, je rajouterais une chose sur la réticence des Européens, c'est que aujourd'hui, on se rend compte comment elle est importante, cette réticence, parce que si effectivement les Américains mettre en œuvre la stratégie de pulvériser et de détruire des installations civiles, ce sera considéré, en tout cas pour un certain nombre de juristes, comme des crimes de guerre. Et donc, les Européens n'ont pas envie d'être entraînés dans un conflit où ils pourraient être traînés devant les instances juridiques internationales et accusés d'avoir participé d'abord à une guerre illégale, parce qu'une agression, c'est condamné par le droit international, et ensuite avoir été complices de la destruction d'installations civiles pour l'Iran. Parce que Et donc, ça reviendrait essentiellement s'ils avaient à collaborer avec les Américains dans la destruction des infrastructures civiles iraniennes, ça reviendrait à faire ce qu'ils reprochent aux Russes de faire en Ukraine. Donc, ils ne voilà, seraient pas conséquents absolument, avec eux-mêmes. absolument. Alors, je pense qu'ils ont bien fait d'être très discrets. Maintenant, certains pays collaborent, hein. On comprend que les services de renseignement se parlent et puis il doit se passer autre chose, mais euh, légalement et politiquement, il n'y a pas d'appui. Non. Et puis, dernière chose, très rapidement, je pense que la conséquence de ce conflit-là, ça va convaincre des puissances moyennes qui sont peut-être en rupture de banc du reste de l'ordre international, de se dire, ben, maintenant, si on veut être en mesure de se défendre, de protéger nos frontières, on n'a pas le choix de faire comme l'Iran, mais de développer des armements, de galvaniser, de mobiliser notre peuple autant que possible pour être prêt à affronter des attaques potentielles de grands empires, que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis, parce que l'Iran est en train de démontrer clairement qu'avec une puissance militaire relativement moyenne, des moyens militaires relativement moyens, ils sont en mesure de tenir tête aux États-Unis et de potentiellement
potentiellement, on va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, potentiellement de faire reculer les États-Unis. Donc, ça, c'est une conséquence à prendre en considération. Puis, malheureusement, ça augure rien de bon pour Ouais, l'avenir. ouais. Mais tu connais ma théorie. Je pense que la guerre de 2003 contre l'Irak est venue casser le respect qui restait envers les institutions internationales et le droit international. Les Américains ont envoyé le message, les Américains et les Britanniques ont envoyé le message que quand on est puissant, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on ne sera pas puni. Et donc, depuis ce temps-là, les interventions illégales se sont multipliées. Les Russes se sont dit, ben, pourquoi moi j'irais pas Ah oui. en Géorgie ou en Ukraine ou ailleurs? Se sont multipliés et surtout se sont normalisés. Voilà, voilà. OK, mon cher, alors je voulais vous parler d'un papier intéressant qui a été publié samedi, donc dans le journal Le Monde par un historien britannique et qui fait une comparaison entre la guerre actuelle en Iran et ce qui s'est passé en 1956 lors de la crise de Suez. Alors, je vais vous expliquer le déroulé de la crise de Suez et vous allez comprendre certains liens avec ce qui se passe actuellement. Lorsqu'il ouvre son papier, l'historien britannique commence par faire une courte comparaison avec la guerre de 1914, et là-dessus, je pense qu'il a raison. Il dit, en 1914, la guerre a éclaté et tous les belligérants pensaient que ce serait une jolie petite guerre qui ne durerait pas très longtemps et que tout le monde serait revenu chez eux pour Noël, parce que la guerre éclate en août 1914 et que tout ça, ça serait fini pour Noël. Souvenez-vous que le président Trump a dit que ça durerait 2 ou 3 semaines, et puis évidemment, l'Iran allait capituler, accepter toutes les demandes américaines. On n'en est pas là, bien sûr. On rentre dans la 6e semaine et le président l'a lui-même dit lors de son allocution, ça risque de durer encore 2, 3 semaines. Et j'imagine qu'il y avait peut-être à l'esprit que ça pourrait même durer plus longtemps. Alors, pour la crise de Suez, commençons d'abord par comprendre qu'est-ce que c'est que cet événement où le Canada a joué un rôle en obtenant le prix Nobel de la paix pour son intervention. Alors, pour parler de la crise de 1956, il faut d'abord parler de 1952, c'est-à-dire au moment où des officiers de l'armée égyptienne décident de renverser le roi Farouk d'Égypte et d'abolir la monarchie. C'est donc un acte révolutionnaire fait par des révolutionnaires qui ont décidé de changer la donne politique dans leur pays, mais surtout aussi de se débarrasser des intérêts européens sur leur sol. Souvenez-vous, nous sommes bien sûr en pleine guerre froide, mais surtout le processus de décolonisation des colonies britanniques et françaises pour la plupart a commencé avec l'indépendance du Pakistan, de l'Inde, du Sri Lanka et se poursuit avec d'autres pays. Et donc, les officiers égyptiens veulent continuer sur cette lancée en devenant maîtres chez eux, en nationalisant des entreprises qui appartiennent à des étrangers pour pouvoir avoir une autonomie économique et politique. Alors en 1956, à l'été 56, l'Égypte décide la nationalisation du canal de Suez, qui est en partie la propriété des intérêts français et britanniques. En nationalisant le canal, l'Égypte se trouve bien sûr à expulser le personnel européen, qui sera quand même remplacé assez rapidement par des Indiens et d'autres membres de ce que l'on n'appelle pas encore le Sud global, mais de certains pays non alignés. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il bloque le canal de Suez pour les navires israéliens, pour le passage des navires israéliens,
et il laisse les Palestiniens réfugiés à Gaza et dans le Sinaï de continuer leur harcèlement contre Israël. Alors évidemment, pour les Occidentaux, cette rébellion de l'Égypte, c'est trop. Surtout que non seulement les Égyptiens s'attaquent aux intérêts financiers et donc stratégiques des Occidentaux, mais en plus, par exemple, financent la guérilla du Front de libération nationale en Algérie, ce qui met en colère la France. Alors, les Occidentaux, craignant le basculement de l'Égypte dans le camp soviétique, se met en place d'abord un système de propagande pour démoniser Nasser, le nouveau chef égyptien, et qui commence d'ailleurs à devenir une personnalité mondiale à cause justement de son affrontement avec les Occidentaux. On va le traiter dans la presse britannique et française de nouveau Hitler. Parce qu'évidemment, pour les Occidentaux, à chaque fois que vous vous dressez contre leurs intérêts, vous êtes une figure de démon, et nécessairement, la figure de démon, c'est Adolf Hitler. Souvenez-vous que c'était la même chose pour Saddam Hussein, qui n'était pas un homme très recommandable, tout le monde le reconnaît, et aussi pour Vladimir Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine, on l'a traité d'Hitler. Ben, vous vous souviendrez en 1990, lorsque l'Irak avait envahi le Koweït, la petite fille c'est devant les devant les Ouais, journalistes pour dire à l'hôpital de Koweït City, les soldats irakiens ont débranché les les incubateurs avec incubateurs. les nouveau-nés, ce qui était. Alors, évidemment, vous entendez une chose pareille, évidemment, vous comparez Saddam Hussein à Hitler, hein, c'est absolument Ouais, horrible. Ce qu'on a découvert par la suite, c'était une des filles de l'ambassadeur du Koweït à voilà, Washington, qui est absolument pas infirmière dans l'hôpital en question. qui n'a jamais été sur place. Donc, la propagande se déchaîne contre Nasser. On espère même que ça va faire bouger certains pays arabes ou musulmans contre l'Égypte. Et en parallèle, se met en place quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire une attaque militaire. Paris, Londres et Israël ont décidé d'attaquer l'Égypte, d'abord pour reprendre le canal de Suez et ensuite pour procéder à un changement de régime. Parce que, comme je l'expliquais, l'Égypte non seulement s'attaque aux intérêts occidentaux, mais aussi finance des groupes, entre guillemets, terroristes qui luttent contre l'occupation des territoires palestiniens ou euh, contre la France en Algérie. Il y a donc une réunion qui se, qui se tient en banlieue de Paris en octobre 1956, où les représentants britanniques, français et israéliens accouchent du plan suivant. L'État hébreu attaquera l'Égypte le 29 octobre 56 dans la soirée et foncera vers le canal de Suez. Profitant de cette agression surprise, entre guillemets, Londres et Paris lanceront le lendemain un ultimatum aux deux belligérants pour qu'ils se retirent de la zone du canal et donc Londres et Paris, en toute bonne foi, deviendront des peacemakers entre Israël et l'Égypte. Si l'Égypte ne se plie pas aux injonctions, les troupes franco-britanniques entreront en action le 31 octobre, mais cette fois-ci pour s'emparer du canal et renverser le gouvernement. C'est clairement établi dans le document qui devait rester secret à l'époque et qui, bien sûr, est devenu public. L'objectif, c'est vraiment le changement de régime. Parce que c'est bien beau de s'emparer du canal, mais les troupes égyptiennes sont toujours commandées par le gouvernement en place. Donc, il faut s'en débarrasser. Mais à partir du moment où les trois belligérants se lancent sur le canal, là,
tout va partir en vrille par nos apprentis acteurs d'un film de OSS 117. Et j'ai l'impression que Le Caire, un nid d'espions, est fondé là-dessus, sur la débâcle de Suez. Alors, évidemment, les trois agresseurs vont rassembler des moyens considérables en termes d'aviation, de navires, de troupes au sol, et c'est sur le plan militaire un succès puisque les Égyptiens demandent un cessez-le-feu. Sauf qu'en parallèle, sur le plan diplomatique et politique, ça va être un désastre absolu, essentiellement pour Londres et pour Paris. Dès les premières heures de l'invasion, l'Union soviétique annonce qu'elle va utiliser l'arme nucléaire sur la France, sur Londres et sur Israël. Alors, ça fait monter la tension, bien sûr. L'OTAN réplique que si un de ses membres est attaqué, selon l'article 5 du traité, l'OTAN sera obligé de répliquer avec la même ampleur. En même temps, à Washington, on est absolument furieux contre les Britanniques et les Français, puisque le général Eisenhower, qui est président à l'époque, estime qu'il a été floué, n'a pas été informé de cette attaque. Souvenez-vous, Trump n'a pas informé les Alliés, et donc il n'a pas l'intention de s'engager dans cette entreprise. Et non seulement il n'y a pas l'intention, mais il décide de demander à son secrétaire au Trésor d'attaquer la livre sterling pour qu'elle perde de sa valeur et très rapidement. Alors, les Britanniques commencent à s'affoler. Les Français, eux, continuent à vouloir lutter contre le nouvel Hitler. Et pendant ce temps-là, à l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies se réunit parce que le Conseil de sécurité est paralysé par le veto britannique et français. Et il y a une procédure qui permet de transférer une question du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale lorsque le Conseil est bloqué. Et intervient, au début de la crise, Lester B. Pearson, ministre canadien des Affaires étrangères, qui va proposer la création de la première force d'interposition des Nations unies dès qu'il y aura un cessez-le-feu. Et autour du 6 ou 7 novembre, il y a effectivement un cessez-le-feu qui demande le retrait des troupes britanniques et françaises et bien sûr les troupes israéliennes et le déploiement de cette force de casque bleu le long du canal de Suez. Cette débâcle franco-britannique va entraîner la démission du premier ministre britannique en janvier 57, suivie de celle du premier ministre Guy Mollet en juin en France. Ouais. Nasser va devenir le héros du monde arabe et l'URSS va renforcer ses positions dans le monde arabe et dans le reste du Sud. Donc là où on était parti pour une jolie petite entreprise qui allait durer 3, 4 jours, on aurait écrasé le régime égyptien, s'est transformé dans l'un des plus grands fiascos de la Ouais. politique internationale et surtout a lancé le message que la France et la Grande-Bretagne n'étaient plus des grandes puissances. Ben, c'est ça. Peut-être là où la comparaison tiendrait peut-être un peu moins que la situation actuelle, c'est que quand même, en ce moment, en 2026, les États-Unis, contrairement à la Grande-Bretagne et à la France en 56, les États-Unis sont une très grande puissance. On Ce que est tout à fait d'accord. puis les Français, les Britanniques en 56, ils l'avaient tout simplement pas encore réalisé. Mais Ouais. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était clair que c'était plus C'est des grandes puissances. C'est les soubresauts de l'Empire, hein. Donc, la Grande-Bretagne perd son empire d'année en année en accordant l'indépendance à ses anciennes colonies. La France n'est pas encore décidée en 56. Ça va venir plus tôt lorsque De Gaulle arrive. Bon, Oui.
la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance au début des années 50, Mais l'Indochine, mais, de, mais de- la guerre d'Indochine va se continuer, mais ce sont les Américains qui vont prendre le relais. Mais en Afrique noire, les indépendances commencent en 1960, où là, tu as une c'est ça. vingtaine de pays qui vont naître. C'est ça. Alors, mais l'Empire a encore des ressorts assez puissants. Oui, c'est ça. Mais est-ce que cette intervention-là en Iran va pas détruire l'Empire américain, là, on va pas dire Non, des non, bêtises non plus, mais l'affaiblir, puis envoyer le message peut-être aux autres grandes puissances, ah, tiens, c'est peut-être un colosse au pied d'argile. Il ne faut pas se laisser intimider par une puissance qui est sur papier la plus importante du monde mais qui, dans les faits, est peut-être pas si terrible que ça. Par contre, est-ce que ça va pas aussi donner des idées à certains pays de se doter la bombe? ben, Parce que, c'est ce que je ouais, c'est disais, ce que dans tu un monde où disais. le droit international ne tient plus, la seule façon de se défendre efficacement, c'est d'offrir une véritable résistance à des empires. Ben, je veux dire, le moyen par excellence d'offrir une pareille résistance, puis les Coréens l'ont compris, Voilà. c'est de se doter de l'arme atomique puis une fois qu'on l'a, ça vient, pour ainsi dire, protéger la souveraineté de l'État en question. Mais tu sais, Ouais. peut-être que les Britanniques se sont laissés aveuglés parce qu'ils avaient fait 3 ans auparavant en Iran. Pour revenir Ouais. sur le cas iranien, Mossadegh, qui était le chef Premier du ministre, gouvernement, premier ministre iranien, qui avait des tendances socialistes, en tout cas, cherchait à nationaliser les le intérêts, pétrole. le pétrole pour le bénéfice de la population locale. Bien évidemment, les compagnies pétrolières appartenaient à des intérêts américano-britanniques. Puis à partir du moment où il a manifesté son intérêt de nationaliser le pétrole, il s'est fait débarquer du pouvoir. Puis c'est comme ça que le Shah d'Iran a été installé au pouvoir par justement des intérêts britanno-américains. Donc, en 1953, ce que les Britanniques ont fait, un changement de régime, ça a fonctionné. Ils se sont peut-être dit, ah ben, ça a fonctionné en Iran, inévitablement, ça va aussi fonctionner En en Égypte. Égypte. Ouais. Voilà. Ben, c'était l'époque, les années 50 et 60, où les Occidentaux ne se gênaient pas pour assassiner des chefs d'État ou de les renverser dans des coups d'État, que ce soit au Guatemala, en Iran, au Congo avec Patrice Lumumba, Oui, etc. Il y en a eu toute une tralée jusqu'à Salvador Allende en 1973. ouais, où on s'est davantage civilisé après 73, je dirais, Oui, mais oui, là, le principe de décapiter des régimes, ben, en tout cas, en 2026, ça c'est un semble être retour, ça fait un retour. exactement un renouvellement d'une bonne vieille stratégie, vieille d'il y a 50, 60, 70 ans, avec les Ouais. conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, Bon, ben écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié notre épisode cette semaine. Donc, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner, ça ne coûte rien. En parler à vos amis. Et puis, ben écoutez, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, ben écoutez, on espère qu'on va toujours être là la semaine prochaine pour discuter de l'état du monde. Donc, écoutez, sur ça, on vous souhaite une agréable semaine, puis on se dit à très bientôt. Au revoir.